Donc merci à toutes et à tous d'être là. Avec Fabrice Xil, nous avons souhaité que pour ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on puisse consacrer un événement spécifique aux réalités humaines et sociales de la maladie d'Alzheimer. Évidemment, dans le contexte actuel, cette rencontre ce matin a une dimension résolument politique, dans le sens où on voit à quel point des professionnels, des membres d'associations, et c'est pour ça qu'on tenait absolument à organiser cette matinée avec la collaboration de France Alzheimer, et également avec celle d'Âge Village. On pense qu'il est aujourd'hui important de partager un certain nombre de réflexions autour des grands principes qui peuvent éclairer nos actions. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour nous, est assez fondative de ce point de vue-là. Parce que très souvent, on le répète, et on l'a évoqué l'année dernière à travers un colloque qu'on avait consacré au Code de Nuremberg. Pour beaucoup d'entre nous, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, c'est également le Code de Nuremberg qui va inspirer toute la démarche de l'éthique biomédicale. Au moment où on parle tellement de bioéthique, c'est vrai qu'il est important de se rappeler ces fondamentaux et de se dire que l'indifférence équivaut souvent à la barbarie. Et donc, c'est ces positions qu'on va chercher à évoquer aujourd'hui en disant finalement que sur le terrain, mais également au domicile, dans les établissements, il est un certain nombre d'acteurs de la vie sociopolitique qui défendent ce qui nous est le plus précieux. À travers notamment la prise en compte des personnes en situation de vulnérabilité. On a vu ces dernières semaines que les vulnérables ne sont pas toujours ceux auxquels on pense, que la vulnérabilité est véritablement partagée. Et probablement que les réponses qu'on attend des politiques aujourd'hui, c'est de prendre en compte ce que signifient ces vulnérabilités et comment privilégier une certaine idée partagée du vivre ensemble, du bien commun. Voilà pour les parties liminaires. Encore une fois, merci à celles et à ceux qui ont bravé les événements. Vous verrez qu'au fur et à mesure de la matinée, d'autres nous rejoindront. Merci à Patrice Dubos qui, toujours présent, va relayer sur notre site, j'allais dire sur nos réseaux sociaux, pour faire dans l'actualité ce qui va se dire aujourd'hui. Puis vous avez vu dans le programme que notre démarche n'est pas limitée à cette matinée. C'est une démarche d'abord qu'on partage avec bien des personnes qui sont dans la salle depuis des années, notamment à travers nos universités d'été, qui évidemment, lorsqu'elles ont lieu à Biarritz, accueillent ou attirent beaucoup plus de personnes, j'imagine, qu'à l'HEGP dans le contexte actuel. Mais on était heureux d'être comme ça. Tu étais là, Pierre, venant de Suisse, nous apportant ce soutien précieux. La dernière université d'été en septembre, où il y avait 700 personnes qui, pour nous, représentent véritablement des valeurs fortes. Et quelquefois, plutôt que de discuter sur quelles sont les valeurs de la République, allons voir ceux qui les incarnent au quotidien, les défendent. Et c'est aussi notre sensibilité. Voilà, donc on va passer une matinée d'autant plus agréable si on est réduit comme ça quasiment à un séminaire, parce qu'on pourra davantage interagir. Très souvent, on nous dit que nos manifestations sont tellement chargées au niveau du programme que les gens ne peuvent pas converser, échanger. Peut-être qu'on aura cette opportunité. Je vais de suite donner la parole au président de France Alzheimer, que je remercie d'être ici, et puis que je remercie aussi de tout ce qu'il assume dans la tradition de France Alzheimer et qui nous est indispensable. Merci, cher Emmanuel. Je n'ai pas le talent oratoire d'Emmanuel, donc moi je vous ai écrit le petit message que je voudrais vous faire passer. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour votre invitation à ce colloque dont le titre lui-même traduit l'ampleur des défis auxquels nous devons faire face collectivement, Alzheimer et les droits de l'homme. Tout individu, quel que soit son âge et son état de santé, peut en théorie se prévaloir des droits et libertés fondamentaux garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous le savons tous ici, dans la réalité, bien des obstacles de toute nature, juridiques, matériels, sociales ou de santé, privent certains d'entre nous de pouvoir le faire. Cela est particulièrement vrai pour les personnes fragilisées sur les plans économiques, social ou psychiques. Mais sans aucun doute, encore plus vrai lorsqu'il s'agit de personnes que l'importance de leurs difficultés ont rendues vulnérables et démunies. Le danger est alors d'enfermer des femmes, des hommes dans une catégorie de sous-citoyens différents, ce qui entre en contradiction avec la vision citoyenne universelle de la personne
que pourtant nous appelons tous de nos vœux. Nous vivons une heure d'agitation permanente et nous semblons parfois livrés au désordre des temps modernes et désarmés. Quand j'ai écrit ce petit mot, je ne savais pas à quel point je collerais à l'actualité. Désarmés face à une société de plus en plus utilitariste, individualiste et pour laquelle le vieillissement signifie une mort annoncée, dont finalement nous dénions la réalité inéluctable. De là émerge une idée pernicieuse et profondément enracinée qui veut que les personnes âgées, et plus encore celles atteintes de maladies neuro-évolutives, seraient dépendantes, improductives, inutiles et donc incapables de contribuer, ni même de participer à la vie de notre société. Appréhender les personnes âgées et les personnes atteintes d'Alzheimer sous cet angle fondé sur des stéréotypes négatifs influence les comportements de l'opinion publique et des politiques et génère stigmatisation et pratiques discriminatoires. Toute personne est citoyenne jusqu'au bout de sa vie. Toute personne est humaine jusqu'au bout de sa vie. Chez France Alzheimer, la déconstruction des préjugés par la sensibilisation du grand public, l'information des décideurs et la formation des professionnels du soin et de l'aide à la réalité vécue par les personnes malades et leurs proches aidants fait partie de nos missions fondamentales. Ce que nous développons au travers de nos actions départementales sur tout le territoire français, comme les groupes de parole, les cafés mémoire, les actions de convivialité, les séjours vacances, c'est une lutte sans merci contre l'isolement social et le repli sur soi des personnes malades et de leurs proches aidants. C'est une expérience de vie où nous démontrons à chaque action mise en œuvre les capacités préservées des personnes sans nier la réalité de la maladie et de ses conséquences. Ce que nous développons au travers de la formation professionnelle, c'est une meilleure appropriation de la prise en soin globale, en établissement ou à domicile, par la qualité de la relation avec une personne atteinte d'un maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Parce que nous plaçons l'humain au cœur de notre mission, notre visée ultime est d'aider les personnes malades et leurs familles à gagner ou à reconquérir un pouvoir sur leur vie, à leur redonner la place et la parole qui leur sont dues comme à tout citoyen. Chez France Alzheimer, nous croyons que la reconnaissance de la dignité de chacun va de pair avec le devoir de respect de la dignité d'autrui. La dignité inclut des éléments fondamentaux immuables. La dignité humaine est considérée comme le socle des droits de l'homme, même si la Déclaration française du 26 août 1789 consacre les droits naturels inaliénables de l'homme sans y faire spécifiquement référence. Je crois qu'il faut garder vraiment accroché au cœur le fait que l'histoire est faite par des êtres humains, qu'il est de notre responsabilité individuelle d'agir là où nous le pouvons pour protéger l'humanité dans l'homme, pour s'opposer contre tout ce qui défigure l'humain dans l'homme. Pour cela, nous devons prendre conscience d'une chose fondamentale. La réalité humaine ne s'exerce réellement que dans la relation d'interdépendance que nous avons tous les uns envers les autres. Cette interdépendance a toujours existé, mais elle est plus déterminante aujourd'hui dans un monde où les frontières sont ouvertes à la fois aux influences et aux hommes. Nos santé sont interdépendantes, nos sources d'approvisionnement, nos loisirs, l'ensemble de nos quotidiens respectifs sont liés. La logique de réseau n'a jamais été aussi forte. L'interdépendance est un fait mesurable et observable qui vient s'affronter à une société de plus en plus individualiste. Et pour cela, chaque citoyen, citoyenne, détient une part de la solution. Nous avons, en tant qu'individu, en tant qu'association, en tant que nation, un rôle à jouer dans notre capacité à créer ou non les possibilités concrètes de vivre ensemble, dans l'égalité des droits et la justice sociale, dans un espace où chacun trouve sa place, une place dont il peut s'impliquer dans les décisions qui le concernent. Tous ici, professionnels, bénévoles, décideurs, philosophes réunis ce matin au nom de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons notre rôle à jouer en interpellant ceux-là même qui ont une responsabilité politique, qu'elle soit locale, régionale, nationale,
européenne, au regard de la confiance qui nous leur avons donnée par notre droit de vote et dont ils ont accepté la charge. La liberté, l'égalité et la fraternité sont des valeurs qui doivent nous unir. Il n'appartient qu'à nous de donner corps à une société où l'on ne cacherait pas celui qui marche plus lentement, qui parle en cherchant ses mots, qui souffre physiquement ou psychologiquement, qui est d'une couleur de peau différente, d'une race ou d'une autre religion. Pourquoi user du terme d'inclusion, puisqu'il est contenu dans l'affirmation de notre devise républicaine? Il nous appartient donc de donner corps et vie à la proclamation d'unité universelle chaque jour, en tout lieu et pour chacun d'entre nous. Merci pour votre attention. Merci Joël. J'allais dire merci à deux Joël, puisqu'il y a Joël qui est le président de France Alzheimer, et puis on a Joël Ménard qui a pensé le plan Alzheimer, et 2008-2012. Et peut-être qu'on ne se serait jamais autant rapproché de France Alzheimer s'il n'avait pas été désigné comme espace national de réflexion éthique sur la maladie d'Alzheimer. Puisque cette expertise, ce savoir, cette richesse et cet engagement au quotidien des membres de France Alzheimer nous a enrichis et nous enrichit encore. Et quand tu as évoqué ce savoir expertal et ce qui se met en place sur le terrain, c'était le fond même de notre université d'été cette année. Donc un immense merci. Et aussi un immense merci à France Alzheimer, puisque avant même que tu sois président, nous avions Catherine Olivet, qui nous a porté sur les fronts baptismaux de la maladie d'Alzheimer et qui nous accompagne depuis des années avec une réflexion. Et qui m'a beaucoup appris. Voilà, elle nous a tous appris. Elle sera là tout à l'heure, puisqu'on ne peut pas organiser une réunion sans que... Elle est là? C'est curieux, on peut l'applaudir d'ailleurs, Catherine Olivet. Comme je ne l'avais pas entendu, en général, j'entends toujours en fond sonore Catherine Olivet faire des commentaires. Donc voilà, aujourd'hui, tu es d'une discrétion qui me surprend. Et voilà. Non.